Voilà, alors en fait, du coup là, je vais entamer une présentation de mon travail plastique. Alors, mon travail d'artiste, en fait, toute la grande majorité de mes préoccupations, donc en fait les axes autour desquels je tourne, c'est dans les points centraux, c'est la question du corps dans un espace, le lien à cet espace et le lien du corps avec d'autres corps. Et donc à partir de là, j'ai un champ d'investigation assez vaste. Et du coup, j'ai amorcé, en fait, je vais vous faire défiler des photos des différents projets qui vont me permettre de petit à petit déployer en fait toutes mes préoccupations. Donc là, j'ai amorcé en fait avec cette proposition qui était en fait dont quelques étudiants ont bénéficié, donc en fait avec lesquels on a travaillé sur une des actions liées à cette proposition. Donc c'est un travail qui s'appelle Marcher sur la porcelaine au seuil de la chute. Ce projet, je l'ai construit avec Christian Couty. Donc c'était en fait la proposition, en fait, ce qui m'intéressait dans cette idée, c'était d'utiliser la porcelaine de façon complètement différente, à savoir d'utiliser un matériau fragile et de poser le corps dessus et de marcher avec. Donc c'était déjà une première gageure. La seconde, c'était effectivement donc ces chaussures, il y a 40 paires. À chaque fois, donc il y a 5 tailles différentes, donc il y a 3 formes différentes de semelles. Ces chaussures, en fait, elles ont la propriété, enfin la particularité de mettre le corps en situation de risque, c'est-à-dire que non seulement on marche sur de la porcelaine, mais en plus la posture du corps implique une situation dans laquelle on est déséquilibré. Donc il y avait vraiment un jeu, moi qui m'intéressait sur la question du rapport à la verticalité par rapport à des questions de sculpture tout simplement en fait, qui sont repositionnées. Et comme dans l'ensemble de mes propositions, le corps est invité est complètement invité à pratiquer les objets, c'est-à-dire que ce ne sont pas des objets à voir pratiqués par d'autres, mais à pratiquer soi-même. Il y a vraiment quelque chose de son corps et de l'expérience qui est mise en jeu à l'intérieur. Donc la mise en situation des semelles est sur un tapis de danse. Les 3 formes, en fait, il y a 3 formes précises. Donc il y en a une qui est une forme en boule, en fait, qui permet de mettre le pied, de l'incliner, en fait, et d'être vraiment sur la pointe du pied. Avec des facettes, donc qui est vraiment une situation d'équilibre presque en danseuse. Il y a une deuxième forme en fait qui incline le corps de façon vraiment latérale, donc avec une inclinaison à la limite vraiment de la semelle qui permet, qui est à la limite de la bascule. Et une troisième forme en fait qui est comme marcher sur un film, donc des formes assez massives. Donc là, je ne sais pas si on les voit parce que vous les avez un peu toutes représentées. Donc c'est celle-là, là. Donc qui reprend finalement l'origine des formes des semelles en carène des porcelainiers à l'origine, en fait, qui malaxaient la porcelaine avec ce type de forme en bois. Et donc du coup là, l'idée c'était vraiment de s'inspirer de cette proposition-là. Donc voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est que donc par rapport à ça, oui, moi j'ai. Ah, il veut plus. Ah si, voilà. Donc en fait, il y a eu. Ça va vite du coup. Donc la pièce, elle a été exposée donc dans plusieurs endroits et entre autres à Limoges l'année dernière à la Galerie des Hospices, et on a fait un workshop avec une danseuse, Muriel Corbel, donc qui est venue à l'école, avec laquelle en fait il a été question de proposer une intervention sur les chaussures hors tapis. C'est-à-dire qu'il y a un tapis de danse qui était à la disposition des gens pour venir manipuler les chaussures. Mais ce qui m'intéressait, moi, à l'intérieur de cette proposition-là, c'était de voir comment, avec un corps de danseurs qui jouent d'autres équilibres, en fait, et d'autres façons d'appréhender, finalement, ces questions-là, de voir comment on pouvait mettre en place une sortie de tapis. Parce qu'en fait, la porcelaine a la particularité, quand même, de résister à 1 tonne au centimètre cube, donc il y a vraiment une résistance qui est quand même très 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 forte, ce qui est très surprenant, c'est-à-dire qu'à la pression, elle est très résistante, mais c'est bon, effectivement, si on la lâche là au choc, il n'y a plus de possibilité de tenue. Et du coup, donc avec les étudiants, et Muriel, on a réalisé une exploration à la fois en dehors de
de l'espace d'exposition jusqu'au tapis. Et ensuite, il y a eu une invitation pour les gens de venir faire l'expérience dans la foulée. Donc là, ce qui était intéressant, c'était vraiment les différents déplacements. Les chaussures, en plus, ont des qualités sonores absolument fabuleuses. C'est-à-dire qu'en fonction de la dureté des matériaux, il y a des choses qui changent. Donc là, c'est encore un autre espace où les pièces avaient été présentées au tout début. Amande, voilà. Donc, je voulais, voilà. Donc, c'était intéressant pour moi de parler de cette première expérience parce que justement, elle est liée à l'école, évidemment, et puis aussi parce que effectivement, c'est une utilisation de la porcelaine qui était, assez, en tout cas, assez intéressante. Donc, ça a été une exploration vraiment assez fabuleuse. C'est une très très belle aventure, hein, ce projet. Voilà. Donc ensuite, je vais passer à cette pièce-là qui a la particularité. Je ne vais pas arriver à m'arrêter dessus. S'il veut bien. C'est que je vais trop vite. Je parle trop vite. Je fais les choses trop vite. Non. Alors voilà. Donc ça s'appelle Entre deux. Donc c'est une pièce en fait qui a été réalisée pour une galerie à Amiens. L'idée de cette pièce, c'était vraiment le point de départ, c'était de mettre le corps dans une situation où il soit en bascule entre le plafond, entre le sol et le plafond. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a ces fauteuils à bascule, donc vous allez voir, il y a des gens qui les manipulent, on s'installe dedans, on met le casque, et à l'intérieur du casque, dans l'un des deux, on a une vue comme si on était au sol du plafond, et dans l'autre pièce, c'est le contraire. Et c'est des vues du sol et du plafond de l'espace dans lequel se trouve la pièce. C'est-à-dire que cet objet qui respire l'autonomie, en fait, est complètement accroché au lieu qu'il héberge. À tel point que, en fait, à chaque fois que cette pièce est présentée, l'intérieur des casques est transformé en fonction des espaces d'accueil qui la reçoit. C'est-à-dire qu'il y a des déplacements qui se font. Et ce qui m'intéresse, moi, dans tous ces questionnements-là, c'est l'idée que cette pièce, donc, elle est accrochée, donc elle est complètement dépendante du lieu dans lequel elle se trouve. Elle met le corps dans une situation de lecture ou de relecture du lieu qui l'englobe. Et en même temps, il y a un moment où elle sera plus praticable. Parce qu'à chaque fois qu'elle est déplacée dans un nouveau lieu, elle garde l'empreinte du précédent. Donc, c'est-à-dire que la nouvelle maquette est complètement... Parce que c'est une maquette à l'intérieur qui est contenue, elle est obligée de s'adapter tout en reprenant des éléments de l'espace dans lequel elle se trouve, mais forcément, le sol et le plafond se rapprochent jusqu'au moment où on ne pourra plus mettre la tête dans le casque. Donc jusqu'au moment où cette pièce va être totalement inutilisable. En fait, il y a une disparition de l'utilisation de l'objet qui va se faire progressivement. En fait, donc moi, ce qui m'intéressait là-dedans, c'était vraiment... je vous la présente parce qu'il y a vraiment énormément de choses qui relient toutes mes préoccupations, à la fois l'idée que le corps qui va être invité à pratiquer l'objet va être en situation coupée du monde, parce qu'à partir du moment où on met la tête dans un objet, effectivement, tout le corps est transporté dans cette tête qui est dans un autre espace. Donc il est vraiment dans une intimité finalement, donc presque autistique en fait. Hein. Et en même temps, donc de l'extérieur, il y a effectivement quelque chose qui se joue de ceux qui voient les gens qui pratiquent l'objet. Donc il y a une relation qui se tisse aussi dans cette espèce de lien entre celui qui est dedans et celui qui est dehors et qui voit celui qui est dedans. Voilà, donc c'est toutes ces données d'expérience et de présent aussi qui m'intéressent. C'est-à-dire que donc c'est toujours un peu bizarre les situations de conférence pour moi, enfin ces situations en tout cas de discussion autour des objets qui sont en photo. Donc c'est terrible pour moi vraiment parce qu'on est tellement loin de ce dans quoi je baigne. Le rapport à la photo, c'est vraiment à l'image quelque chose qui est. Je suis dans l'expérience, dans la proposition d'expérience directe, et ce qui m'intéresse, c'est ce qui va se nouer. C'est-à-dire que forcément, quand on a des objets à pratiquer, qu'un groupe arrive ou qu'une personne arrive, ce qui va se passer va se transformer de par simplement les relations entre les gens eux-mêmes. Et après, effectivement, avec l'événement qui va se créer, ils vont partir avec cette mémoire. Et toute cette intersubjectivité fait vraiment partie des thématiques, en tout cas des croisements sur lesquels je m'appuie et qui me nourrissent. Donc voilà, donc là, bon, c'est la pièce, effectivement, donc là, manipulée. Voilà, avec effectivement donc différentes situations. Donc voilà, les casques enfilés. Donc toujours un peu de crainte. Hein. Il y a une légère bascule en plus
dans le mouvement qui fait qu'effectivement il y a une échappée. Il y a des gens qui s'endorment des fois aussi. Voilà. Alors là, c'est une autre proposition encore donc, qui marche toujours dans l'idée des objets accrochés au lieu. Donc en fait, j'avais été invitée à exposer au musée Adrien, au musée de l'Évêché, à un moment où le musée était en transformation. Alors l'idée, c'était pour eux, donc ils avaient fermé des bouts d'espace du musée, et ils proposaient à des artistes, dans ce temps de transition, de faire des propositions dans l'ensemble du musée. Et donc du coup, une des choses qui avait été mentionnée dans cet espace-là, entre autres dans le musée, une des problématiques qui avait été posée et qui devait être résolue par l'architecte qui gérait les travaux, c'était qu'en Limousin, il y a une grande hygronométrie. Et donc du coup, l'idée, c'était qu'effectivement, il fallait créer un couloir dans la nouvelle version pour permettre aux gens, en arrivant trempés, de pouvoir sécher avant d'arriver dans les espaces d'exposition. Donc moi, je suis partie de cette idée-là, et comme il y a toujours cette idée qu'à partir du moment où le corps est inclus dans les objets, donc il est dans son expérience, mais devient aussi une sculpture, rentre dans la sculpture et devient une partie de la sculpture lui-même, je me suis dit, tant qu'à faire, je vais fabriquer des séchoirs de corps. Donc j'ai proposé des séchoirs de corps. Donc voilà, on rentre à l'intérieur, il y a un ventilateur, et donc du coup, une fois qu'on est dedans, on sèche. Voilà, donc on sèche. Alors, il y a des manipulations. Alors la couleur, voilà, qui est aussi tenue, c'est-à-dire que je travaille en blanc. Et là, en fait, ce qui m'intéressait dans ce rapport à la couleur, c'est que vous avez vu les moulures, en fait, l'ensemble des moulures peintes, ces séquelles des années 70, des musées, en fait, où on s'amusait à revaloriser les armoiries, etc. Et du coup, il y avait ce bleu qui avait été choisi, qui était en plus un jeu même à l'intérieur du musée. C'est-à-dire que tous ceux qui travaillaient au musée, vraiment, l'avaient appelé le bleu harpique. Et donc, du coup, ce bleu a disparu avec la transformation du musée. Donc, en fait, finalement, les séchoirs contiennent à la fois la préoccupation de séchage en fait, des gens avant d'arriver dans le musée, et en même temps cette trace de la couleur d'une époque qui a disparu et qui est restée finalement comme une mémoire dans l'objet lui-même. Voilà. Donc, voilà. Bon, ils sont pas malheureux à l'intérieur. Excusez-moi. Alors, voilà. Donc là j'arrive sur... je regarde un peu. Non, ouais, ça. Parce qu'en fait, il y a 2 vernissages là qu'on est en train de rater avec nos histoires. Donc il faut qu'on se dépêche. Donc voilà, donc là c'est une autre proposition que j'avais faite. Donc c'est quelque chose que j'ai continué à faire dériver un peu autrement sur la question. Donc ce sont des expériences de vol. Donc ce sont des vêtements à porter dans lesquels on rentre pour faire une expérience de vol à 10 cm du sol. Voilà. Donc l'idée étant qu'effectivement, là, je suis partie vraiment d'une frustration, enfin de la frustration première qui est qu'effectivement, l'homme ne peut pas voler à moins de s'arnacher dans des multitudes d'appareillages ou en tout cas de faire des expériences de son corps qui parfois sont tragiques. Du coup là, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était toute cette dimension à la fois très utopique, et très d'une espèce de désir, qui maintenant m'a menée jusqu'à une recherche où je cultive même cet échec du vol, donc à travers d'autres projets. Et du coup là, j'ai fait une proposition donc au départ de 2 puis de 3. Donc là, l'idée étant que donc il y a une première personne, vous voyez, qui peut effectivement, donc c'est réglable, tout est réglable en termes de taille, etc. Donc là, ça a été présenté dans un autre espace. Mais donc il y a 3 propositions qui ont été faites. Celle-là fonctionne. Donc la première, alors effectivement, quand un oiseau vole, le mouvement des ailes n'a rien à voir avec quand un humain essaye de voler. Donc il y a vraiment un jeu en plus de contradiction même dans le mouvement même du corps, dans l'expérience de vol. Et là, du coup, en fait, dans celle-là, donc c'est 2 personnes dos à dos qui essayent de voler avec la même aile, enfin les mêmes ailes, puisque du coup elles sont doubles, donc qui forcément, dans un mouvement comme dans l'autre, tirent sur leurs bras et se retrouvent dans des situations où ils sont coincés. Et là, ce qui m'intéressait énormément dans cette posture-là, c'était toute la question de la négociation avec l'autre, en fait, qui va se jouer en plus dans ce dos à dos. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de communication directe, la communication se fait vraiment de façon très, très, très tactile et très directe avec celui qui est derrière nous. Donc et puis, alors, en fonction des gens, il y a ceux qui laissent faire, il y a ceux qui forcent, il y a ceux qui... Voilà, vraiment, donc il y a des types de réactions qui sont complètement différents, en fait, en fonction des
voilà, des personnes qui occupent l'objet. Et donc la troisième version est une version allongée sur le dos. Donc, encore une fois, donc effectivement, il y a donc sur le dos à porter les ailes avec le poids des ailes. Donc c'est vraiment cultiver cet impossible. Et en même temps, il y a toute cette question de la salissure en fait, qui a commencé à naître en fait vraiment avec ces pièces-là. Parce que c'était vraiment l'idée de quelque chose où il y a une usure, bon, et puis ça ramène la terre, et donc vraiment on était dans tout cet élan en fait très voilà, autour de ces questions-là. Voilà. Après, bon, je pensais que j'avais d'autres. Bon, c'est pas grave. Donc je vais continuer alors avec une pièce qui est donc c'est ces systèmes de chaises en fait. Donc là où j'ai trois démos donc d'accrochage. Donc ce sont des chaises accrochées, ça s'appelle véhiculaire. Donc là la personne qui porte la chaise c'est la médiatrice de Montflanquin. Donc c'était quand j'étais en résidence là-bas. Et du coup il y avait l'idée en fait de transporter cette chaise sur son dos et d'aller la mettre face à un interlocuteur potentiel et d'aller chercher la parole. Donc voilà. Donc il y a un jeu finalement d'échange dans la ville. Donc là, ce qui m'intéressait à travers cette idée, ces objets-là, c'est vraiment que c'est des objets qui sortent. Alors les objets qui sortent et qui vont au contact de la rue, j'en ai plusieurs. Donc j'aime beaucoup les jeux d'aller et retour en fait entre les espaces consacrés finalement et tout ce qui peut se passer dans le rapport à la ville, à la rue, au contact avec les gens qui est complètement différent et qui crée en fait des réseaux de relations et d'interrogations sur l'espace public aussi qui s'interrogent de façon très voilà, je me suis perdue en chemin. Je suis désolée, je suis un peu enrhumée en plus, donc ça facilite pas les choses. Donc voilà, et du coup voilà. Donc après avec cette proposition, donc du coup je l'ai engagée à aller justement proposer une médiation au sein de la ville, donc par rapport donc avec l'idée d'aller, parce qu'en fait ce qui se passe, c'est qu'avec ces chaises, il y a à la fois aller à la rencontre de l'autre, dans la pratique de l'objet lui-même. Donc il y a quelque chose qui se passe aussi au niveau du dos, c'est-à-dire que en fait, quand on est dos à dos dans ces situations-là, donc c'est un peu comme la chaise tout à l'heure, sauf que là il y a vraiment la vibration de la voix, et donc on a vraiment une relation à l'autre qui est très très intime dans une situation qui est particulière parce que on est face à des inconnus. Alors pour l'avoir moi l'avoir manipulé à Besançon dans le cadre de performances, en fait, c'était excentricité, voilà. Donc du coup, j'ai déambulé comme ça avec la chaise sur le dos et je me suis retrouvée avec beaucoup de gens, en fait, qui se sont installés. Et c'est vrai que j'aurais été incapable après de retrouver les gens une fois qu'ils s'étaient levés. J'étais bien incapable de savoir, parce que le temps d'arriver, de se tourner, de se poser, on a le temps d'oublier le visage. Et par contre, on a un rapport aux personnes qui est très très étrange, et même dans la façon de discuter, de débattre avec eux, il y a des intimités qui se font, qui sont assez surprenantes. Donc voilà, bon, ça faisait partie des choses que j'avais mis en jeu. Voilà. Alors après, donc ça c'est une autre... Donc avec ces interrogations autour du corps, justement, du dos à dos, etc., j'ai lancé tout un projet donc, qui s'appelle « Voulez-vous danser ?» Et du coup, donc là, ce sont des objets qui s'appellent « corps à corps ». Donc évidemment, corps et accord, donc c'est-à-dire se mettre d'accord finalement pour l'ensemble des déplacements proposés. Et donc en partant de jeux de mots comme le dos à dos, le tête à tête, le pied à pied, et donc avec ce que ça recouvre dans les manipulations. Donc il y a tout un travail aussi autour de la question de l'enveloppe, donc de cette peau que l'on se crée en fait, que l'on se constitue en fait là, qui est à la fois quelque chose de protecteur et en même temps quelque chose de contraignant, et du coup qui agit dans le poids et dans le rapport de la relation qui va s'établir avec l'autre dans ces manipulations. Donc là j'ai d'autres j'ai des essais. Alors cette histoire d'enveloppe, elle se propage donc de la question de la peau à l'enveloppe architecturale, donc, et finalement finit de renouer un peu tous les liens que je tisse en fait à travers tous ces projets que je construis.
Voilà, donc le coude à coude. Voilà, et dos à dos. Bon, alors là, c'était un projet assez utopique qui n'est pas terminé, qui ne sera jamais terminé, en fait. Ce sont des vêtements... alors, bon, à chaque fois, l'humour me sied bien aussi. Hein. Donc ça, c'est des vêtements pour ne pas mettre un pied devant l'autre. Et du coup, voilà, donc ce sont des vêtements sur mesure. Et il y a autant de vêtements que de gens me le demandent. Donc pour moi, je suis à 50. Voilà. Donc chaque vêtement a son étiquette avec le nom de la personne. Voilà. Il y a tout un temps de mesure, de réalisation. Je dis que c'est utopique parce que c'est effectivement quelque chose qui est... Donc après, à chaque présentation, les gens à qui appartiennent le vêtement sont censés être présents pour venir manipuler le vêtement. Donc du coup, il y a eu pour le moment... deux présentations de l'ensemble, donc voilà, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est en cours et qui est déjà en soi, donc c'est un projet qui date un petit peu, mais qui contient en soi quelque chose un impossible, mais auquel je tiens en fait. C'est-à-dire une espèce de relation qui est vraiment très individuelle à travers quelque chose qui va devenir complètement collectif et uniforme dans un rapport, mais qui en même temps est à chaque fois réinterrogé dans les relations qui vont se mettre en place, dans les manipulations sur le coup des différents objets. Quelqu'un tout seul ne pourra pas mettre un pied devant l'autre de la même façon que 5 ou 6 personnes qui essaieront de marcher ensemble. Et du coup, crée comme ça des situations à la fois assez drôles et en même temps intrigantes dans les soutiens ou les résistances ou les rivalités qui peuvent se nouer entre les personnes. Voilà, donc ça c'est un projet un peu ancien. Voilà, donc ça c'est quelque chose de beaucoup plus récent. Donc là où en fait ça s'appelle Habiter le mur, faire tapisserie. Donc ça a été présenté à Nantes le mois dernier. En fait, l'idée c'était vraiment de travailler sur le lien à l'espace. Donc c'est un espace qui est très haut. Donc là c'est vraiment écrasé par la photographie, mais il y a vraiment des distorsions. Et du coup, là, donc ces vêtements sont portables. Donc en fait, on rentre dedans et du coup, on peut effectivement s'installer au mur. Au sol, l'idée, c'était de faire tomber le mur. Donc j'ai fait tomber le mur. Et donc le mur du fond, et dans ce mur tombé, j'ai pioché 5 vêtements. Et ces 5 vêtements sont présentés accrochés et créent une expérience du mur, en fait, à la fois dans une relation de tension, parce qu'effectivement, il y a l'envie de s'en extraire, et en même temps, donc, créer cette espèce de zone où, quand les gens sont... Enfin, il y a des choses assez étranges en termes de représentation de soi et du regard sur celui qui est en train de manipuler. Là, avec cet espace-là, c'était vraiment particulièrement tendu et riche dans la mesure, même du coup la relation à la photographie qui s'est insinuée complètement là-dedans et dans la représentation de soi, vraiment, avec l'incitation théâtralisée de la structure aussi elle-même. Mais donc voilà. Donc là, ça, je voulais en parler aussi parce que c'est quelque chose que j'ai fait quand je suis venue à l'ENSA. Donc quand il y a eu Muriel Corbel en fait et Fantin d'Assonville en fait qui est étudiant ici, donc qui a participé aussi à la réalisation de ces pièces. Donc dans le cadre de l'exposition d'une exposition à Brive en fait, j'ai réalisé des objets à danser. Donc l'idée c'était des objets à danser mais pour tous. Donc des objets qui étaient inscrits et qui s'inscrivaient par rapport à la ville de Brive. Donc l'idée c'était qu'il y avait 3 lieux différents dans lesquels les pièces étaient exposées, donc entre le garage, le musée et la chapelle. Et donc à partir de là, en fait, il y avait un parcours qui était dessiné qui proposait aux gens de partir avec une colonne
Enfin, donc il y avait un objet par lieu et plus une colonne à transporter dans l'ensemble de la ville, et en fait pour faire une exploration sensorielle de la ville. Donc c'est quelque chose qui a plutôt bien marché. Et du coup, pour lancer le projet, c'est pareil au départ. Donc chaque objet étant en relation avec le rapport aux colonnes, des liens assez immédiats à l'architecture, et qui impliquait une relation qui ramenait l'architecture au corps en fait. Donc et qui créait une espèce d'état comme ça. Ce qui m'intéressait, c'était de voir comment les gens allaient pouvoir s'emparer de ces objets et vraiment s'inscrire dans des liens un peu différents avec leur rapport à l'espace. Et donc du coup ça a été d'abord engagé dans une première exploration avec Muriel Corbel, donc, qui est danseuse, et Fantin, donc, qui ont fait une première investigation et qui ont été à l'origine de la construction des formes. C'est-à-dire que j'ai vraiment travaillé avec eux pour la construction des formes, et ensuite les pièces ont été laissées à la disposition du public pour aller effectivement créer des déambulations et des déplacements dans la ville. Et donc voilà. Et donc je vais vous parler de cette dernière pièce que j'ai réalisée ici. Et après, je pense qu'on arrêtera là parce que, donc en fait, la sélection était vraiment. Donc voilà, ça c'est une pièce que j'ai réalisée donc à l'atelier Feutre, avec Philippe, donc qui m'a pris. Donc en fait, le feutre, vous savez tous maintenant, je pense comment ça se fabrique. Hein, on frotte, on frotte, on frotte, on frotte, et la matière émerge de ce frottement. Et du coup, là, l'idée, c'est que donc j'avais fait une première pièce il y a très longtemps, parce que en fait, donc j'avais réalisé une vidéo parce que mon grand-père était italien, maçon italien, communiste, donc il a fui Mussolini, et donc il a quitté Romagnano Sesia en Italie, et on n'a jamais eu nous d'histoire familiale, c'est-à-dire que d'un coup tout s'est coupé là, et il n'y a jamais eu de mémoire qui a été transmise. Donc, du coup, il y avait une page blanche. Et je me suis rendue à Romagnano Sesia, et en fait, j'avais fait un vêtement qui était plus une espèce d'expérience vraiment rapide, un peu camisole. Attendez, je vais y revenir, mais je n'arrive pas à l'arrêter là, parce que j'arrive pas à faire deux choses en même temps. Et du coup, je suis allée me frotter. Donc, j'ai trouvé la rue des Murs à Romagnano Sesia. Et j'ai été me frotter sur les murs de Romagnano Sesia, en fait. Et parce qu'il était maçon, donc il y avait cette histoire de murs, il y avait cette histoire de mémoire à essayer de retrouver, il y avait tout ça qui s'inscrivait. Et en allant me frotter sur ces murs, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un partage entre à la fois la trace que je retrouvais sur le vêtement et en même temps la trace que je laissais en dépôt sur les murs, donc la ouate, qui se déposaient. Et donc quand j'ai été invitée à exposer à Brive, en fait, il y a toute une espèce de barrière très importante de la couronne de Brive, en fait, qui est vraiment une barrière à la fois de véhicule, une barrière de l'histoire. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui se crée avec cet anneau qui est comme une espèce de fermeture. Et du coup, il y avait le feutre ici, et je me suis dit que de frottement en frottement, il y avait quelque chose vraiment qui était à jouer dans un geste un peu particulier. C'est-à-dire que là, finalement, la performance, elle agit autant dans la première version que j'avais faite, moi. C'était vraiment, il y avait vraiment c'est très atypique dans mon travail. C'est quelque chose qui n'est pas une pratique habituelle. Mais là, il y avait vraiment l'idée que la performance devenait la fabrication d'un objet, la fabrication de quelque chose en fait qui agissait dans le rapport au lieu, c'est-à-dire que ça allait de la fabrication, c'est-à-dire que j'étais partie, donc j'ai frotté pendant des jours et des jours, des jours et des jours, et ensuite j'ai fabriqué ce vêtement, donc qui avait vocation à être restitué à plat sous forme de tapis. Et donc du coup, il est vraiment pensé pour être remis à plat après. Et l'idée, c'était après l'avoir
fabriqué par frottement allait le déconstruire par frottement. Et en fait, dans ce frottement sur la ville qui déconstruit le vêtement au fur et à mesure de tout ce que j'ai frotté, donc il y a un espèce de geste aussi de rapport à l'apparition-disparition, donc, qui m'intéresse aussi parce que cette histoire d'amnésie, de mémoire, donc on retrouve aussi dans l'utilisation du blanc, parce que le blanc a vraiment une place très particulière aussi dans mon travail, à la fois par la salissure, par ce rapport à la page blanche, ce rapport à la camisole, à l'amnésie, à la folie, à l'hygiène. Donc il y a plein de pans en fait qui m'interpellent effectivement. Et là du coup il y avait ce jeu donc voilà. Au final, où il y a eu une restitution de cet objet très spécifique, où dedans j'ai récupéré des bêtes, enfin toute une population, un microcosme en fait, qui a fait partie finalement de... Voilà. Donc je vais m'arrêter là, parce que je pense que le temps imparti est écoulé. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Oui, dis-moi. Oui. Ah, par rapport aux chaises, par exemple? Non, par rapport aux chaises, il n'y a pas de changement en fonction du lieu. Non, ça c'est pas un objet contextuel. Ah oui. Alors c'est l'intérieur, parce que tu sais, quand tu passes la tête dans le casque, dedans, tu as une maquette. Et en fait, la maquette est disposée face à toi. Et dans la maquette, alors quand tu es en dehors du fauteuil, tu as un lieu avec un plafond. C'est comme ici, par exemple. Tu vois? C'est comme si je devais présenter la pièce ici. Dans la pièce, tu verrais une maquette de ce plafond et dans l'autre, une maquette du sol. Tu vois, un point de vue comme si tu étais accroché d'un côté ou de l'autre. Donc tu as vraiment un point de vue très frontal, mais du coup, En fait, ce qui m'intéressait, c'était la bascule. C'est-à-dire que du coup, tu as pu un rapport... Là, on pourrait avoir un rapport au mur. Quand tu rentres, tu as une maquette comme une maquette d'architecture, tu vois, comme si tu mettais la tête dans une maquette d'architecture. Tu comprends? Mais il faut la... Non, tu comprends pas? Ben, c'est les maquettes du lieu dans lequel tu es. Là, si je devais présenter la pièce, je ferais une maquette d'ici. Non, enfin après, il y a les éléments principaux, si tu veux, de structure, tu vas retrouver les jeux de matière, les formes, c'est plus en termes de sensations, mais tu retrouves effectivement l'essentiel de la maquette, si tu veux, dans la bascule. Et le sol, le traitement du sol, la marche, l'inclinaison, tu retrouves, si tu veux, mais simplement ce qui désoriente, c'est le rapport de décalage. Donc j'avais fait une pièce il y a très longtemps qui était un peu sur le même procédé, où tu avais en fait dans l'espace, dans l'espace qui m'était alloué, il y avait une porte au bout qui était fermée et condamnée. Et si tu veux, moi j'ai fait un système de parachute où tu étais accroché au mur avec des sangles et des élastiques, et tu avais un casque. Et dans le casque, tu avais exactement le même espace que celui dans lequel tu étais, sauf que la porte était ouverte à l'intérieur de la maquette. Et donc tu essayes désespérément d'aller toucher la porte, mais en fait elle est ouverte là, mais elle est fermée dedans, puis tu n'y arrives pas en plus en étant... Donc il y a ce jeu systématique de frustration, tu vois, de déplacement imaginaire, enfin voilà, où entre le moment où ton corps est baigné dans un espace et en même temps ta tête est dans un autre, ça crée une scission, ça crée une coupure. Et comment finalement dans cette coupure, il y a des choses différentes qui se mettent en place. Mais encore une fois, il faut les expérimenter, les objets. C'est vrai que ça fait partie vraiment du... C'est ce qui est délicat, c'est-à-dire que là, vous avez vraiment une approche très, très visuelle, en fait. Donc, du coup, ça... Et il manque vraiment toute la dimension de la pratique qui va se nouer et qui crée vraiment d'autres relations aux objets. Il y a d'autres questions? Oui. Le blanc, ben oui, si, j'en ai déjà parlé tout à l'heure un petit peu, mais pas beaucoup. En fait, le blanc, c'est vraiment... alors au début, c'est parti comme une... parce que la couleur, pour moi, était un peu une épreuve, je pense. Enfin, quelque chose vraiment qui était trop complexe, trop riche, trop chargé de symbolique, et que je ne pouvais pas porter. Vraiment, il y a quelque chose vraiment où je ne me sentais pas en mesure de transporter ça avec moi. Et après, il y a aussi toute la dimension où, quand tu proposes un
un espace en maquette qui n'est pas un espace virtuel, qui n'est pas une photo, qui est pas, où tu as une relation où quand l'objet bouge, la lumière à l'intérieur change, que tu as une relation directe avec un espace et un imaginaire aussi qui va se mettre à l'intérieur. Je me suis dit vraiment le blanc c'est un espace de projection d'imaginaire, ça marche comme ça, c'est une page à écrire. Donc finalement, dans cette transposition, ça marche, ça me convient. J'ai beaucoup de fascination pour le blanc. C'est vrai que j'ai un amour éperdu pour tous les types de blanc. Enfin, c'est les brillances, bon, aussi, hein, parce que ça participe de ça. Et il y a vraiment cette question donc de s'inscrire dessus, puis aussi de ne pas pouvoir s'inscrire dessus. Donc la question de la mémoire, de l'amnésie, de la page blanche. Et il y a aussi toute cette question de la crasse et de la salissure qui m'intéresse énormément. Donc là, effectivement, elle est poussée là, mais elle est poussée à d'autres, jusqu'à même des disparitions de pièces, enfin, cette disparition de la pièce, des matières solubles, enfin, tout ça, c'est des champs que j'explore de plus en plus, des pièces qui se cassent. Enfin, là, je suis vraiment dans des champs, là, actuellement, donc, qui ne sont pas forcément apparents là, parce que je suis partie d'un champ d'objets pour déjà amener un peu toute ma réflexion, mais où vraiment, là, de plus en plus, j'interroge cette question de l'effacement, même presque... Voilà. Donc, et le blanc participe de tout ça aussi. Voilà. Et puis, il y a l'hygiène. Les gens, ils ne réagissent pas pareil non plus. Non, mais c'est vrai que côté hygiénique, alors parfois c'est froid, en même temps ça peut rassurer, ça peut repousser. Puis il y a tout l'aspect aussi hospitalier, même quand on parle d'asilaire, hein, enfin, pourquoi pas. La camisole m'intéresse autant que le scaphandre, et à la limite, ces deux champs m'intéressent autant, à la fois dans une exploration de l'espace et en même temps dans une espèce de relation à l'autre, vraiment, qui est biaisée par des systèmes un peu fous, quoi. Oui, vous avez d'autres... Non, c'est bon? Ouais. Bon, merci.